Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence du dit père. Comment ça va, Charles ? Ça va bien. Comme dit Léonard. Bon, on s'est tous pris la sauce parce que aujourd'hui, bien que on essayait d'y croire à ce printemps, mais on s'est quand même pris la sauce et aujourd'hui, il pleut à verse, donc le DAF est mouillé, je suis mouillé. Ça sert on à est de mauvaise humeur. On est de mauvaise humeur parce qu'on a froid et on a les pieds mouillés. Ouais. Donc, je pense que c'est une transition absolument parfaitement favorable pour dire que rien ne va sur les marchés, qu'on va tous mourir. On va pas tous mourir, mais il va y avoir des victimes. Bon, alors rentrons tout de suite dans le lourd du sujet, parce que avant que nous commencions cette émission, Charles commençait à me raconter que rien n'allait et que la moyenne mobile à 7 ans avait cassé et autre chose. Donc, je dis garde ça pour l'émission et explique-leur ce qui est en train de se passer. Alors, je vais essayer. Oui, c'est une question importante. Vous savez, quand vous vous intéressez à la notion de valeur, il y a deux sources à la valeur. Soit vous achetez un bijou, ou un Van Gogh, ou un Picasso, quand vous avez les moyens. Soit vous achetez un outil pour un jour, dans l'espoir, en utilisant l'outil intelligemment, d'acheter des bijoux, des Van Gogh ou des Picasso. Tu vois. Donc il y a deux sources à la valeur, c'est la rareté et l'efficacité. Et l'efficacité, oui. Bon, donc il y a les valeurs de rareté et les valeurs d'efficacité. Après, tu as une certaine valeur de subjectivité, comme tu parlais de l'aigle marine de ta mère, c'est-à-dire que tu as des choses dans la valeur de rareté qui sont aussi pas forcément rares, mais qui pour toi sont rares. Voilà, mais c'est au niveau individuel. Oui. Au niveau collectif, si tu veux, les gens vont pas faire un énorme... des bids, des offres à n'en plus finir sur la chair émeraude de ma mère, parce que pour eux, ça représente une émeraude. Enfin, une aigle marine. Bon, donc vous avez deux sources à la valeur. Et dans les travaux que je fais depuis bien longtemps, j'ai toujours dit que le marché des actions américains, ça représentait un peu la somme de toutes les valeurs d'efficacité. Mm-hmm. Tu vois, ça paraît logique, c'est les outils, quoi, c'est les sociétés, c'est les gens qui bossent et tout ça. Et l'or représentait l'épitome de la valeur de rareté, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, logiquement, sur le long terme, les valeurs d'efficacité, puisqu'il y a de la productivité dedans, doivent faire mieux que les valeurs de rareté. Oui. Tu vois, c'est logique. Oui, normalement, dans une économie capitaliste, tu pourrais attendre que ce soit les valeurs d'efficacité qui prennent le pas sur la rareté. Sur la rareté. Et donc, je suis depuis toujours un ratio qui est le ratio entre le Standard & Poor's 500, l'indice américain. Alors, on va le rappeler, le Standard & Poor's 500, c'est... L'indice de toutes les 500 plus grosses valeurs américaines. Donc, c'est une sorte de CAC 40, mais sur 500 valeurs américaines. Sur 500 valeurs américaines. Et qui représente aujourd'hui à peu près 70% de la capitalisation boursière mondiale. C'est-à-dire que les autres marchés, il y a un marché, les États-Unis, et puis il y a les autres, quoi, s'ils sont bons. Donc c'est vraiment le plus important des marchés du monde. Et puis de l'autre côté, vous avez l'or, et je fais un ratio à 7 ans, de façon à ce que j'y ai pas des faux idiots partout, tu vois. Et sur le siècle dernier... Le ratio a cassé 5 fois à la baisse contre l'or. Et en général, ce qui a suivi derrière, c'était la crise de 29, c'était la crise de 73-74. Enfin bref, ça n'a pas été des moments très heureux dans l'histoire financière. Eh bien, ce ratio vient de casser hier. Donc, c'est peut-être un faux signal, mais enfin, il commençait à se rapprocher de la moyenne mobile, ce qui n'est jamais très bon. Donc, si on dit, bon, c'est vrai... C'est peut-être un faux signal, mais force est de constater qu'on est effectivement, en plus, quand on regarde de l'extérieur, dans une économie qui apparaît chancelante. Complètement pour mille et une raisons, l'impression monétaire qui a été folle aux États-Unis, en Europe, des guerres... Des faux prix. Des faux prix partout, des faux taux de change. Des incidences de guerre. Donc là, il y a eu l'affaire avec l'Iran ce week-end. On sait qu'on a une situation qui est chancelante au Moyen-Orient, comme toujours, mais là encore plus l'Ukraine, la Russie, pour toutes ces raisons. On se dit, en tout cas, les marchés commencent. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans le fond, depuis 7 ans, sur une base d'ajustement pour le risque qu'on prend, aussi curieux que ça paraisse, on aurait mieux fait d'avoir de l'or que des actions. Donc des valeurs de rareté que des valeurs d'efficacité. Mm-hmm.
Ce qui veut dire que le capitalisme ne marche plus. Oui, bien sûr. Pour des raisons X, Y ou Z, il y a quelque chose qui empêche le capitalisme de fonctionner. Écoute, on sort hier d'un entretien délicieux avec Samuel Furfari, dont je ne saurais encore une fois trop vous recommander l'ouvrage, aux éditions de l'Artilleur, et qui nous expliquait quand même que depuis 2016, 2006, je sais plus, 2016, la production énergétique en Europe, à la Commission, avait été dévoyée. Or, on sait tous que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Voilà. À partir de là, comment peut-on avoir un capitalisme de ce nom d'efficacité, c'est-à-dire qui produisent, si tous les prix sont faussés? À côté de ça, on nous met des critères ESG, des choses complètement Donc on dirige le capital vers des activités non rentables. Et donc, il n'y a plus d'efficacité du capitalisme à la fin. Et voilà, on est en train de sortir de la société darwinienne, rationnelle. Pour aller vers une société magique. Pour aller vers une société où c'est les politiques qui déterminent l'endroit où l'argent doit aller. Et c'est comme ça qu'on se retrouve les pieds dans la neige, très bien, comme en URSS, avec des pénuries d'absolument tout, des prix contrôlés parce que on peut pas s'y retrouver, des TVA qui vont augmenter probablement sur l'alimentaire. Et de plus en plus d'argent qui va à l'État ou qui est dirigé par l'État. Parce que moi, j'essaie de mesurer le poids de l'État dans l'économie, mais je vois que, par exemple, dans mon métier, qui est la gestion des flux de capitaux, mettons, eh bien, de plus en plus de mes décisions sont forcées par des gens et n'ont rien à voir avec le marché, des gens extérieurs. C'est-à-dire que ces gens-là, dans le fond, nous avons maintenant une série de gens au pouvoir un peu partout qui ont pris comme façon de penser, qui savent mieux que vous, c'est-à-dire les marchés, ce qu'il faut faire. Et donc, on commence à le voir la traduction, et si c'est ça, ça veut dire que le cœur du capitalisme, qui est dans le fond les monnaies, mettons l'euro et le dollar, allez, pour faire simple, ces monnaies sont très très malades. Donc, je crois que quand les monnaies sont malades, tu ne peux plus prendre de décisions rationnelles parce que le prix de la monnaie est faux. Tu sais qu'elle... Donc, voilà ce que j'essaie de dire. Donc, c'est quelque chose... Encore une fois, j'espère que le portefeuille idéal que j'ai commencé à tenir il y a à peu près 4 ans va passer au travers de ça, parce que il y a quand même quelque chose de très étonnant dans le portefeuille idéal, c'est que pour ainsi dire, rien de ce portefeuille, de la valeur de ce portefeuille n'est déterminé à la limite ni par le dollar ni par l'euro. C'est des trucs qui ont de la valeur intrinsèque. Ça, c'est très important à rappeler parce que souvent dans les commentaires, les gens me disent « Ah mais oui, mais vous l'achetez à la bourse de Paris de sorte que vous êtes libellé en euros. » Alors, je leur explique qu'en réalité, ce portefeuille sur lequel nous ne touchons rien, encore une fois, les avis que nous vous donnons ici ont un avis simplement éducatif. Nous ne vous incitons pas... Vous pouvez choisir 10 autres valeurs si vous voulez, pour peu qu'elles aient rien à voir avec l'État français, ça sera aussi bien. On a décidé de réfléchir sur ce portefeuille et on le suit parce que c'est aussi un marqueur de la bourse et ça nous permet de voir... Et un marqueur si j'ose dire, de la qualité de ce qu'on raconte. Voilà. Parce que les gens n'arrêtent pas de nous dire, vous répétez toujours la même chose, mais ces gens qui répètent toujours la même chose, j'en connais aucun autre qui fasse un portefeuille qui soit en hausse de 50% depuis 4 ans. Quoi. Donc, Voilà, donc j'ai envie de dire nananer. Mais bon, je reste élevé. Ce n'est pas mon genre. Mais nananer un petit peu comme... D'ailleurs, aux personnes qui disent vous dites toujours la même chose, j'aimerais bien qu'on reprenne point par point ce qui s'est passé avec l'euro, parce que moi je suis un peu un bébé de l'euro puisque j'ai commencé ma vie dans la vie active avec ce passage à la convertibilité en 98. On voit arriver l'euro en 2000, on allait tous mourir d'ailleurs aussi, personne n'allait y arriver. Et puis comme toujours, on y est arrivé. D'ailleurs, je trouve que comparativement, remarque personnelle, c'est-à-dire que je me souviens du père de maman qui parlait encore en ancien franc. Oui. En 78, 80, 82. Ça venait de 58, 60 le nouveau franc, je crois. Oui, et alors qu'aujourd'hui, plus personne parle en franc. Hein. Tout le monde parle en euros. C'est-à-dire, la dernière fois, je parlais avec quelqu'un dans la voiture quand j'allais à un rendez-vous, et je lui dis, tu te rends compte, quand même, Stéphane, c'est 5000 francs. Il me dit, mais plus personne compte en francs. Je dis, oui, mais moi, je trouvais que 5000 francs, ça fait plus. Oui, mais tu as tout à fait raison. Et moi, je me souviens, quand j'allais prendre un café en Italie avant l'euro et avant tout ça, le café était à 10 000 lire.
je sautais partout en me disant mais c'est hors de prix ce truc. Mais donc si vous voulez, il y a des vieux restes comme ça qui. Ça c'est assez drôle. C'est comme quand tu vas dans des pays en Thaïlande ou des choses comme ça, et t'as des bahts. Et au début, quand on me dit c'est 20 000 bahts, tu te dis oh là là, mais on essaie de m'escroquer. En fait, c'est rien. Hein. Tu peux filer 20 000 bahts, mais tu te dis non, c'est. Non, tu te retrouves à négocier pour 0,05 centimes d'euros. C'est ridicule. J'ai vu ton frère négocier comme ça au fin fond de la Chine parce que le taxi nous demandait 3,40 €, tu vois, c'était... il disait, il n'en est pas question, c'est hors de prix. Oui, c'est mon chameau. Je l'ai connu personnellement. Mais ton chameau, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc, c'était exactement ça. Donc, il y a, je crois que c'est ce qu'on a sous-estimé aussi, c'est le côté affectif que les gens ont pour leur monnaie, parce que c'est la monnaie du pays et tout. Donc, mais enfin, tout ça, ça nous amène loin. Et donc, oui. Alors, je vais essayer de remonter en arrière. Ça va être un petit peu long, parce que, comme toutes les grandes erreurs historiques, si vous voulez, elles ont été préparées longtemps à l'avance, quoi. Donc, je vais essayer de faire ça peut-être par personnage, tiens. Quel est, si je devais dire, quel est le type qui a commencé à foutre le merdier dans mon histoire à moi? Eh ben, cet homme, c'était Giscard d'Estaing. Parce que Giscard d'Estaing, c'était le premier des présidents de la République française qui a dit, je crois, le jour de son inauguration, que la France était trop petite. Oui. Et donc, il a commencé à dire que, dans le fond, la France devait abandonner ses souverainetés à quelque chose de plus grand. Ce qui déjà m'avait fait sauter en l'air en disant, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Je crois que j'avais voté pour lui d'ailleurs. Je remarque que c'était pas étonnant, parce que de l'autre côté, il y avait Mitterrand, mais enfin. Alors qu'un homme du monde devrait savoir que la taille n'a pas d'importance. Oui, exactement. Un homme du monde, je ne sais pas. Peut-être une femme du monde, en tout cas. Oui, on est mal barré, là. Bon, mais les gars, on va continuer en étant sérieux, parce que là, j'ai du mal. Moi, je suis là pour décentrer le débat. Moi, c'est ma grande fonction. Voilà. Mais tu y arrives très bien. Bon, alors, donc, Giscard d'Estaing était Giscard arrive, un et alors, âne. qu'est-ce qu'il fait après? La première des choses qu'il fait, si tu veux, c'est que il crée le SME. Alors, le SME, c'était déjà une tentative de monnaie commune, mais qui était ajustable de temps en temps. C'est-à-dire qu'on disait, on va mettre l'euro, le franc à, je sais pas, 2 francs par Deutschmark. Et puis l'Allemagne continuait à être plus efficace que la France. Donc on devait, au bout d'un certain temps, passer à 2,20. Allez, donc il y avait une crise de l'euro et on se réunissait et on changeait les cours. Donc, enfin, et pendant ce temps-là, l'Italie dévaluait tous les 15 ans. Non, parce que l'Italie, elle était dans le même cas. Elle était aussi dans le SME. Ils étaient tous dans le SME. Bon. Arrive la réunification allemande, les Allemands, Monsieur Kohl prend l'Ostmark, c'est-à-dire la monnaie de l'Allemagne de l'Est, à 1 pour le Deutschmark. Oui. Alors qu'elle était, on avait vu ça, un dixième. À ce moment-là, la masse monétaire explose en Allemagne à cause de ça. Bien sûr. La Bundesbank attrape un coup de sang et décide de mettre ses taux d'intérêt réels à 5 ou 6% pour éponger cet excès de monnaie, tu sais, pour que les gens remboursent leurs dettes, etc. Donc, mais comme tout le monde avait une espèce de taux de change fixe avec l'Allemagne, si ça voulait dire que toi, qui étais moins bon que l'Allemagne, la France, par exemple, devait mettre ses taux réels à 6 ou 7%, puisque l'Allemagne était à 5. Donc, ça créait d'ailleurs une crise immobilière à Paris absolument gigantesque. On s'est retrouvé à un moment avec des taux d'intérêt de chiffres. Hein. Oui, 6 ou 7, 8%, oui. Ouais. Et donc, l'immobilier s'écroule et tout. Et on a une crise majeure de l'euro en 1992. Pas de l'euro, pardon, du SME. L'Angleterre quitte le SME, la Suède quitte le SME, l'Italie quitte le SME. Et on s'attendait à ce que la France quitte le SME, mais M. Trichet est arrivé. On l'avait fait... dans notre dossier, on l'a montré. Donc, ça a été le début de la désindustrialisation française. M. Trichet a dit, nous ne dévaluerons pas. Et ce crétin de Balladur, je crois, accepté. Et donc, on s'est retrouvé en foutant toute l'industrie française en l'air au profit de l'Allemagne. Bon, c'était déjà la première bêtise. Donc, mais ça venait de Giscard, qui n'était plus, à l'époque, président, mais ça avait été le premier. La deuxième chose qu'il a faite, c'est que c'est lui qui a lancé l'idée du Parlement européen. Ah, formidable. C'est lui qui a fait les premières élections au Parlement européen. Le Parlement européen, en soi, n'a pratiquement, c'est horrible à dire, mais aucune valeur aujourd'hui. Non, il n'a aucune valeur, mais ça veut dire qu'il y a un Parlement européen, c'est-à-dire que
Dès que tu crées une institution comme un Parlement européen et tu lui transfères des compétences, et donc tu sors des compétences et de la souveraineté des parlements, des autres parlements, et aujourd'hui les parlements... En réalité, c'est pas tellement ce Parlement qui transfère les souverainetés, c'est la Commission. C'est la Commission, mais c'est la Commission qui le simple qui fait met qu'il y ait un dedans. Parlement fait croire au peuple que c'est vaguement démocratique. Oui, mais bon, l'avantage, c'est que sauf quand on va il l'a voter, fait, c'était pas nécessaire. Sauf quand on va voter une fois tous les 5 ans, sinon les 3/4 du temps, les parlementaires n'y vont pas, ou très peu, Oui. et il s'y passe rien. Mais c'est comme si on voit de temps en temps dès que tu un mets vague Parlement discours. sur le truc, les gens se disent c'est démocratique. Alors Oui, ça n'avait rien. Donc c'était une manœuvre pour faire passer de façon technocratique le pouvoir à la Commission. Et c'est lui qui l'a fait. Mais ils y sont arrivés très bien par la Commission ils sont et arrivés, par la BCE. Et par la BCE, mais ça c'était après. Et donc ça a été la deuxième erreur. Et la troisième, c'est Giscard qui avait écrit cette espèce de constitution européenne qui a été refusée par le peuple. Donc Giscard, il avait au fond de lui-même, il représentait cette classe technocratique française, que la France était trop petite pour son talent, qu'un homme de cette qualité devait être... Bon, il a été renvoyé par les Français, et à juste titre, mais le premier ver dans le fruit, ça a été à la tête même de l'État, de la France, il y a un type qui ne croyait plus à la France. Il paraît que c'était une pince incroyable. Il était radin comme un truc. Radin comme pas possible. Radin comme pas possible. Enfin, j'ai des anecdotes sur lui, mais on les racontera qu'on n'a rien raconté ce jour-là. Donc, non, c'était juste pour sortir le personnage, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus abominable que les gens qui sont des pinces. Il était auvergnat, donc... Oh bah non, quand même, il y en a des biens, écoute. Je sais pas, mais on dit toujours que les Auvergnats font très attention. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est nos Écossais à nous. Bon, parce qu'ils vivent dans des montagnes qui sont pas très riches. Bon, donc ça a été le premier. Ensuite, le deuxième, ça a été Delors. Alors Delors, c'est le pire de tous. C'était un homme, il venait de la Banque de France, et c'était un chrétien de gauche. Ceux qui mettent des horribles chaussures. Ceux qui mettent des horribles chaussures et tout. Et lui, son idée essentielle, c'était dans le fond que il fallait que l'État devienne une espèce d'église catholique qui s'occupait des œuvres. Vous savez, jusqu'à la Révolution française, c'était l'église catholique qui s'occupait de la santé, qui avait des hôpitaux, qui avait des écoles, qui avait des universités, et tout ça, il le faisait pour 10% des impôts de 10%. Moi, j'ai qu'un truc à dire, c'est ramenez-nous l'église catholique, parce que nous, aujourd'hui, on est à 60. Donc, à mon avis, s'ils sont prêts à le faire pour 10%, nous, moi, je suis preneur. Enfin, je dis ça en rigolant. Donc, il a essayé de transformer l'État de créer l'Europe en une espèce de société d'entraide, quoi. Ouais. Catholique, comme ça a raté, ça continue à rater, parce que et puis le dernier, ça a été Trichet, qui le Trichetus ignoramus. C'était l'ignoramus économique total, qui pensait que c'était à l'économie de s'adapter aux désirs des technocrates qui savaient mieux. Donc, par exemple, on allait mettre une monnaie trop élevée, et ça allait forcer les entreprises françaises à rationaliser leur appareil de production en France. Rien du tout. Ils ont pris la monnaie trop élevée, ils ont fermé leur usine ici, ils ont été la remettre là, en Italie donc, Trichet, c'était, dans le fond, le Gamelin qui a coulé définitivement l'économie française. Donc, mais c'était ça avant même que l'euro n'arrive. Ça, ils ont mené à l'euro, ces trois gars, mais en menant à l'euro, ils avaient commencé la destruction de l'économie française, puisqu'ils mettaient des faux prix partout. Et on aimerait rappeler aussi le passage aux 35 heures de Martine. Il y a eu des gens qui ont aidé ici ou là, mais les socialistes, ils étaient juste incompétents. Ils n'avaient pas d'idées préconçues sur le... Il faut bien se rendre compte que la France a été détruite par les technocrates mis au pouvoir par des gens de droite. Les socialistes, sur ça, ils ont fait leur truc habituel d'être nuls, mais ceux qui avaient une idée à long terme, c'était ces trois-là. Et c'est eux qui sont à l'origine de notre désastre. Bien, donc ça, c'est ensuite arrive l'euro. Donc je continue, on arrive l'euro. Moi, je gueulais comme un âne en 98, 99, à l'époque, avec ton frère, on avait relancé la boîte, on devait avoir tout de suite 30 clients, tu sais, donc c'était pas... Mettons que mes cris
Vox clamant in deserti, tu sais, j'étais là, je criais, mais j'étais un peu dans le désert, quoi. Personne ne me connaissait. C'était peut-être un peu mieux, d'ailleurs. Et donc, arrive l'an 2000, etc. En 2002, j'étais chez ma sœur, dans le Gers, et je grognais contre l'euro. Et il y avait toute une série de dames qui étaient là, ces filles en particulier, qui me disent « Mais explique-nous pourquoi l'euro c'est nul ». Alors, j'ai commencé à écrire. J'écrivais un chapitre par jour, et puis un livre qui devrait s'appeler « Le lion mené par des ânes ». Et puis si elles ne le comprenaient pas, je leur écrivais, tu vois. Oui, puis tu as continué quand on était... je me souviens parce que ma fille commençait à marcher. Oui. Et tu imprimais les trucs sur l'imprimante. Oui. Bon, alors tu sais, c'était les imprimantes à l'époque, ça sortait les trucs. Il y avait les chats qui étaient là. Ouais. C'était... et donc, et puis, bon, j'en fais un petit bouquin pour expliquer ça les amuse, ça les intéresse. Et je sais plus qui me dit, tu devrais l'envoyer à un éditeur. Alors, je connaissais personne. Je l'ai envoyé à Lafon, qui, à ma surprise, le prend. Oui. Et un peu plus également surprise encore, on en vend à peu près 30 000 exemplaires assez vite et ça devient un best-seller. Et d'après ce qu'on m'a dit après, c'est que Trichet en aurait reçu 12 exemplaires, envoyés par ses amis en lui disant bon. Et donc, j'expliquais dedans en expliquant comment un système économique fonctionnait, j'expliquais que l'euro allait amener à trop de maisons en Espagne, une spéculation immobilière débridée, quoi. Ça allait faire sauter les banques, trop de fonctionnaires en France, et puis trop d'usines en Allemagne, parce que c'est là que c'était le plus rentable. Bon. Ça se passe exactement comme prévu, et le seul avantage de ce livre, d'ailleurs, ça a été que le deuxième livre que j'ai donné, qui était sur Jésus, qui n'avait rien à voir avec le premier, c'est que j'ai été interdit de publication chez Lafon, quoi. Donc on avait fait passer le message qu'il fallait plus jamais qu'un livre soit publié de Charles Gave soit pris. Il nous était revenu aussi que Matignon avait fait passer un message qu'il fallait pas que tu sois reçu dans les médias. C'était un de tes amis journaliste dans un grand média de droite français qui te l'avait dit à l'époque. Il avait reçu l'ordre de pas te recevoir. De plus jamais prendre un papier de moi, parce que j'avais publié un article dans le Figaro pour expliquer que c'était une imbécile. Et moi qui faisais des trucs pour pas le citer. Oh, il n'y a pas de raison. Mais je m'étais dit à l'époque, je vivais en Angleterre à l'époque, je m'étais dit, mais si le Premier ministre britannique avait téléphoné au Times pour dire vous prendrez plus jamais un... Ça aurait fait la une du Times en disant mais vous prenez pour qui ? Ça aurait été la une du Times et le Premier ministre devait démissionner, quoi. C'était vous dire à quel point cette classe dirigeante française se croit au-dessus des lois, ils s'imaginent, bon. Oh bah maintenant, ils les font, les titres de presse. Maintenant, ils les font directement à Matignon, comme ça va plus vite. Et bon, alors ça a été la première. Puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que ça doit être vers 2000, ça c'était en 2003, je crois. Donc vers 2007, 2008, ou je sais plus très bien, mais ça doit être à peu près ça, j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelait l'État, et le troisième livre, je crois, l'État est mort, vive l'État, avec un grand E, et puis un petit E. Vous savez, comme le roi est mort, vive le roi, quoi, c'était. Et ce que j'essaye de faire à ce moment-là, c'est que je me livre à des calculs, je te dis pas d'une complexité, pour savoir quand est-ce que compte tenu du déficit budgétaire de la France, quand est-ce que les marchés financiers ne pourraient pas l'absorber. Donc je me livre à des calculs et tout, je dis ça va être vers 2013-2014 que ça passe pas. Bon, on a une crise monstrueuse sur l'euro de 2011 à 2013, ça arrive un peu plus tôt que ce que j'avais prévu. Et moi j'étais content en disant bon, ils vont supprimer cette imbécilité. Comme ça c'est fait. Comme ça c'est fait, c'est nettoyé. Pas du tout. Monsieur Draghi arrive. Monsieur Draghi, rappelons-le. Qui avait maquillé les comptes de l'Italie. Hein. Voilà. Et qui travaillait chez... Non, à l'époque, il est allé travailler chez Goldman Sachs après, mais avant, il était directeur général du Trésor italien à l'époque. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplement maquillé à peu près, il a fait disparaître à peu près 40 ou 50% de la dette dans les chiffres officiels, en passant un accord de swap avec justement Goldman Sachs. Enfin, bref, ça a été une manœuvre pour cacher que l'Italie puisse rentrer dans l'euro. Oui, mais enfin, il y avait quand même des gens qui devaient être au courant et qui avaient vu. Voilà, c'est ça. Tout le monde était au courant. Logiquement, il aurait dû aller en prison parce que c'était un faux en écriture publique. Mais bon, et donc,
je continue mon histoire. Et ce que fait M. Draghi, c'est que dans les traités, il y avait marqué qu'en aucun cas, la Banque Centrale Européenne ne pouvait financer les déficits budgétaires des différents États. C'était marqué, c'était inscrit dans le bronze, c'était dans la Constitution allemande, c'était... Et qu'est-ce qu'il fait ? Et bam. Et bam, il se met à acheter les obligations. Donc... Alors évidemment, ils les achètent sur le second marché, tu vois. Oui, mais ils les revendent la seconde d'après. Oui, c'est ça. Donc ils disent mais non, mais c'était. Vous aviez pas dit que le second marché c'était interdit. Oui, enfin, tu sais, il y a un truc qui s'appelle l'esprit du législateur. Oui, et je pense bien que dans l'esprit du législateur, c'était. Et là, à ma immense surprise, la Bundesbank se couche. Ouais. Et ça, j'ai jamais compris, parce que comme c'était interdit dans la Constitution allemande, je me suis dit les Allemands feront le nécessaire. Oui, puisqu'il y a eu des référés, il y a eu des... Il y a eu des tas de gens. Là. Donc, ça passe. Et donc, le bilan de la Banque Centrale Européenne a été multiplié par 5 dans ces 10 ans qui suivent. C'est-à-dire qu'ils ont fait marcher la planche à billets comme des malades. Et ils ont acheté des obligations. Ils ont fait baisser les taux de façon artificielle. Donc, l'espèce de jugement par le marché de l'euro qui a eu lieu, on a dit ça passe pas, et la Banque Centrale Européenne et les technocrates ont dit on s'en fout. C'est exactement comme le référendum français. Tu sais, ah ouais, les marchés ont voté contre. Vous en voulez pas, vous l'aurez quand même. Vous l'aurez quand même, exactement. Pense à... alors moi je regarde ça, je me dis bon, et c'est là où il faut savoir changer. Vous savez ce que je mets dans mon papier de cette semaine, c'est ce que disait Keynes. Il y a quelqu'un qui lui disait mais vous avez changé d'avis. Et Keynes disait quand les faits changent, je change d'avis. Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Donc il y avait d'un seul coup un nouvel acheteur d'obligations. Et je me suis dit bon, alors il faut que je réfléchisse à nouveau. Maintenant, comme c'est un truc qui peut pas marcher, il y a quelqu'un avec ce faux prix qui va prendre une énorme claque. Si tu mets les taux d'intérêt à 0 et que le coût de fonctionnement des banques, c'est 2% de leurs dépôts, c'est à peu près le cas. C'est le Crédit Lyonnais, le crédit et tout ça, 2%. Si tu prêtes à 0 et que ton coût de fonctionnement est 2, oui. Tu fais faillite. Donc j'ai dit, il ne faut pas avoir une banque en Europe. Oui. Et le cours des banques s'est écroulé des 2/3 après, etc. Donc j'ai ajusté mon raisonnement en disant, bon. Et alors comme M. Draghi était un gros crétin, mais un type techniquement astucieux, il connaissait la façon dont ça fonctionnait, qu'est-ce qu'il a fait, Astrid ? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si d'un seul coup les banques sont en train de faire faillite ? Je sais pas. Tu vas subventionner les banques. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tu vas subventionner... Avec de l'argent public. Avec de l'argent public. Donc, ça veut dire que les déficits budgétaires vont être encore plus importants puisqu'il faut financer les pertes des banques. Évidemment. Et donc, toi, tu es là et tu te dis, les banques, on va peut-être les empêcher de faire faillite, mais c'est idiot d'avoir une obligation française qui donne du 1% de rendement alors que l'État est en train de prendre des pertes dans tous les sens. Donc j'ai dit à tous, mais ils peuvent vérifier dans tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a écrit, parce que non seulement on dit des bêtises, mais on en écrit beaucoup. On en écrit beaucoup. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à la situation où, dans le portefeuille de l'IDL, zéro obligation d'État. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec ma fille hier qui me disait j'ai 2500 € de côté, qu'est-ce que je dois faire ? Je lui dis, mais écoute, parce qu'elle veut faire son portefeuille, je lui dis, écoute chérie, parce qu'elle avait un bouquin et tout ça, je lui dis, tu vois la partie où il y a marqué acheter des obligations, ça tu le fais plus. Tu achètes de l'or à la place. Tu achètes de l'or, ou alors tu vas acheter des obligations dans des pays oui, mais tu sais comment c'est difficile. Si elle le fait à partir d'une plateforme eToro, XTB ou quoi que ce soit, elle ne va pas avoir accès. Ou alors il faut qu'elle connaisse des ETF qui soient... Donc, et puis, quand j'ai vu, on a dit plus d'obligations françaises, acheter des obligations chinoises, j'en sais rien. Et puis, il y a à peu près 4 ans, je me suis dit, mais tout ça va nous amener à une crise très grave. Et il faut que je présente à nos lecteurs, envers lesquels je me sens une certaine responsabilité d'ailleurs. C'est rigolo, parce qu'après tout, ils ne me payent pas et tout, mais ça fait rien. Je les aime bien, je me dis, il faut les aider. Et donc, on a créé ce portefeuille. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que
dans ma vie, j'ai commencé à voter avec mes pieds, avec l'euro, quand il y avait, à la limite, ou le SME, quand il y avait Giscard. C'est-à-dire, c'est un truc qui remonte à 40 ans. 40 ans d'imbécilité. Oui, Giscard, c'est 74. Giscard, c'est 74. Donc, 74, oui, ça fait 30, 70, 30, ça fait 50 ans, oui. Exactement 50 ans. Donc, ça fait 50 ans que, ma réflexion, j'essaye de protéger les gens contre les malversations de ces technocrates français imbéciles. Mais aujourd'hui, c'est un peu ce que j'essaie de mettre dans le papier de cette semaine, il se passe un phénomène curieux. C'est historiquement, vous avez vu le ratio entre l'or et les actions dont j'ai parlé tout à l'heure. Je fais aussi un ratio entre les obligations longues, c'est 10 ans, mettons, la rentabilité, si tu réinvestis le coupon comme ça, et les actions. Et normalement, les actions font à peu près 2 ou 3% de plus par an que les obligations. Tu vois, il y a une espèce de petite pente comme ça qui monte gentiment, parce qu'en effet, si la rentabilité du capital est supérieure au coût du capital, les actions vont faire mieux que les obligations. Donc tu vois, tu as une pente comme ça, puis tu as une variation autour de la pente gentille qui est d'un écart type dans chaque sens. Eh bien, depuis quelques mois, les actions sont en train de péter à la hausse comme les obligations. On est maintenant à plus de 3 écarts types, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se produit par hasard une fois sur 1000. Mais alors, du coup, est-ce que tu ne penses pas que dans ce marché des actions, il peut y avoir des horribles bulles spéculatives sur des valeurs ou que tout le marché est lui-même une bulle spéculative? Non, mais une bulle spéculative, en fait, c'est pas tellement que le marché le monte, c'est que celui qui a des obligations se dit, mais ça va rien valoir. Oui, bien sûr. Et donc, je vends mes obligations et j'achète les actions, quel que soit le cours. Voilà. Donc, si tu veux, ce qui est mais pas est-ce que c'est pas le propre d'un marché? En fait, ce qui est en train... qui ne correspond pas à une valeur. C'est une valeur C'est une valeur relative. Oui. C'est-à-dire que les gens disent... Il vaut mieux un peu de ça que rien du tout de ça. Voilà, je vais sans doute prendre une claque sur mes actions, mais ça vaudra toujours 30 ou 40% de ce que j'ai mis dedans. Donc, quelque part... Et là, ça va être un truc où tu as un titre de propriété, ou tu as un titre de prêt. Tu vois. Ce que les marchés essayent de nous dire, je crois, c'est que il ne faut avoir que des titres de propriété. Les titres de prêt, ça ne vaut rien. Et lié à ça aussi, le fait que les principales monnaies, si on regarde aujourd'hui, c'est-à-dire tu pourrais te dire, les obligations valent rien, mais je vais me mettre en dollars. Pareil, c'est pareil aux États-Unis. C'est pour ça que j'avais dit, allez vous mettre dans la monnaie qui fait tous les signaux qu'en aucun cas ils ne pilleront les rentiers. Oui, mais alors dans ces cas-là, le problème, le franc suisse, la masse monétaire est pas si grande que ça. Non, donc c'est ce que je dis toujours, le problème du franc suisse, c'est que c'est un collector's item, c'est-à-dire c'est quelque chose il y en a pas assez pour tout le monde, quoi. Un peu même remarque de la couronne norvégienne, non? La couronne norvégienne, c'est pareil, mais tu peux avoir des trucs comme ça, mais c'est pour ça que j'avais été chercher le 3e marché obligataire du monde, et les Chinois arrêtent pas de dire, en aucun cas, nous ne spolierons les rentiers. Oui, mais on a regardé, c'est hyper dur. Bien sûr, c'est hyper dur. Pourquoi? Parce que c'est Cornio à Paris. Oui, ils font tout. Ils font tout pour t'empêcher d'acheter des obligations chinoises, parce que ils veulent que tu achètes leurs obligations françaises qui valent rien. Et alors, qu'est-ce que tu penses du marché du Bitcoin, là, en ce moment? Le Bitcoin, c'est qu'une invention. Comme ils sont en train de détruire le dollar et l'euro, pour des raisons qui m'échappent, parce qu'ils sont incompétents, je pense même pas qu'ils fassent exprès. Hein. Oui, je sais pas exactement, ou parce qu'ils croient à la magie. Et ce qui se passe, c'est que le système capitaliste a inventé une espèce d'or alternatif. Voilà. Que tu peux acheter, vendre, sans passer par tous les processus officiels. Alors, il y a le même problème que l'or, c'est-à-dire qu'il y a une masse monétaire déterminée, c'est-à-dire... Oui, mais en même temps, le Bitcoin peut monter presque à l'infini, donc lui, il n'y a pas... Oui, après, tu as les halvings. Oui, tu as halving, tous les coupes, il le coupe. Alors, il y a ça, mais en fait, c'est rigolo, mais le Bitcoin, c'est d'ailleurs le seul qui m'intéresse, tous les autres ne m'intéressent pas du tout. Tous les autres NFT? Toutes ces monnaies, c'est du pipeau. Il n'y en a qu'une qui est vraiment prodigieusement intelligemment faite, c'est le Bitcoin, et le Bitcoin, c'est un peu de l'or numérique. C'est-à-dire que... Et tu n'as pas peur que ça soit, je me fais l'avocat du diable, mais que ça soit un Ponzi? Non, parce que d'abord, tu peux retrouver toutes les transactions.
Il y a la mémoire intime des transactions. Et puis, le Ponzi, si tu veux, c'est un type qui te garantit du 12%, puis en fait, il paye le 12% avec l'argent des nouveaux entrants. Là, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est, vous savez quel va être le nombre total. Vous savez que dans 3-4 ans, il n'y en aura plus. Puis ensuite, ça sera fini, quoi. Mais alors, c'est drôle parce que ça voudrait dire que ça changerait prodigieusement et complètement la nature de la monnaie. Mais tu as tout à fait raison. Puisque tout à coup, ce qui donnait autrefois la force à une monnaie, c'était le fait qu'il y ait la délégation de la violence de l'État qui soit derrière. Donc c'était Weber. Sauf pour l'or. Sauf pour l'or, mais l'or, on aimait à penser que c'est parce qu'elle avait une valeur structurelle. Donc on disait... mais en réalité, ça sert à rien. Alors, donc, la conclusion à laquelle on arrive, qui est tout à fait extraordinaire, c'est que pour que quelque chose devienne une réserve de valeur... Dans le temps, avec une fonction d'épargne... il faut que ça serve à rien, mais que ça coûte très cher à faire. Ouais. C'est deux trucs. C'est l'or, parce que ça coûte très cher à faire, ça sert à rien. Et là, donc là, ça coûte très cher à faire, c'est limité dans le temps, et donc... Et il n'y en aura pas assez pour tout le monde ? Et certainement, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Donc, tu te rends compte que... et ensuite, c'est une façon de ne pas tourner les impôts, parce que les impôts, il faut les payer, mais c'est une façon de tourner le contrôle d'échange. Oui. Parce que tu es là, par exemple, je sais pas, tu es russe, tu achètes quand la Russie envahit l'Ukraine, tu achètes ton bitcoin, tu le mets sur une clé, tu vas le décharger à Hong Kong ou à Dubaï, et hop, ça retombe, ça devient des dollars et tout va bien. Parce que le problème du bitcoin, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu veux le décharger pour arriver dans l'économie réelle. Oui. Il tourne dans une espèce d'économie virtuelle là-haut, puis à un moment, il va falloir que tu t'achètes une voiture. Mais de plus en plus, il y a des gens qui acceptent le paiement en bitcoin. Donc, le bitcoin, c'est un truc extraordinaire. C'est la première fois que le système capitaliste essaie de créer une monnaie qui ne soit pas adossée à un État. Parce que je pense que l'or est antérieur au système capitaliste. Mais là, c'est un nouveau truc. Donc, on se rend bien compte que le domaine de la monnaie, dont on parle ici, je ne sais pas pourquoi je suis un des seuls à parler de la monnaie qui me fascine, moi, mais c'est un outil tout à fait extraordinaire, et il peut être garanti soit par le pouvoir de l'État, c'est-à-dire d'avoir des canonnières, des avions, etc. Et si vous ne me payez pas vos dettes, je vais vous rentrer dedans. Ou alors il peut être garanti par une espèce de groupe qui accepte que ça a de la valeur. C'est ce qui s'est passé pour l'or, quoi. Et ce qui est peut-être en train de se passer pour le bitcoin. Il y a l'autre qui se met en reflet, là. Oui, tu sais. Dès que je parle du bitcoin, il est dans tous ses états. Ouais, mon cœur. Et donc c'est très très intéressant parce que c'est une preuve de plus de la perte de crédibilité des États. Si on avait eu Volcker encore comme banquier central aux États-Unis, le Bitcoin n'aurait pas existé. Non. C'est une création. Si je veux dire, le Bitcoin, ça a été créé parce que M. Trichet était nul et a fait que des bêtises. Le Bitcoin est très certainement une réponse un peu d'anarchiste à un système qui est dysfonctionnel. C'est pas tellement anarchiste, c'est amoureux de la liberté qui disent je veux pas que vous... Parce que qu'est-ce qu'ils essayent de faire dans les monnaies aujourd'hui ? J'ai toujours dit que ce qui avait très important dans la monnaie, c'était le prix du temps. Mm-hmm. Donc les taux d'intérêt. Comment tu rémunérais pour le fait que tu bouffes pas aujourd'hui et que tu boufferas dans 10 jours. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le prix du temps. Eh bien, ce prix du temps, ce qu'ont essayé de faire les États-Unis et l'Europe, ils ont essayé de le nationaliser au profit de l'État. Mm-hmm. C'est ce qu'ils ont fait en mettant des taux d'intérêt à zéro ou négatifs. Ils ont nationalisé le temps. Ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps. Alors, ils disent, c'est moi qui vais bénéficier aujourd'hui du temps. Et ce que fait le Bitcoin, c'est qu'il dit, c'est moi maintenant qui reprend le contrôle du temps. Et c'est prodigieux parce que ça prouve qu'il y a la révolte du petit contre le grand qui est en train de s'organiser à nouveau. Le Bitcoin est éminemment démocratique. Alors que la façon dont les banques centrales sont gérées aujourd'hui, c'est éminemment technocratique et idiot. Bon, alors là, qu'est-ce que tu vois arriver dans les mois ? Donc, on est en avril. Qu'est-ce que ces génies du quotidien vont nous faire, à ton avis ?
Je sais pas. Je sais que tu n'es pas Madame Irma, mais étant donné que là, tu parlais en début d'émission de ces moyennes mobiles à 7 ans là, qui viennent de casser, est-ce que l'or va continuer à monter ? Ce que ça veut dire, c'est qu'on rentre... Je te donne un exemple. Quand on a cassé en 1900, ça devait être en 72 ou en 73, une des fois d'avant, pas la fois d'avant, la fois de juste avant, on a cassé. Mettons, si les actions étaient à 100 et l'or à 100 quand ça a cassé, 3 ans après, les actions avaient baissé de 94% contre l'or. Tu vois la gamelle, quoi. C'est, la fois après, ça a été, donc c'était de 2000 à 2012, ça a été 65%. La fois d'avant, c'était probablement dans les années 30. C'est ça, dans les années 30, c'était plutôt 80%. Wow. Donc ça veut dire que il est possible qu'il y ait un mouvement gigantesque de prix relatif de l'or, donc la valeur de rareté, vis-à-vis des valeurs d'efficacité. Et alors, est-ce que tu considères que l'immobilier, c'est une valeur de rareté ou une valeur d'efficacité ? Dans tes 3 crises précédentes, l'immobilier s'est viandé comme jamais. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de leviers dessus. Enfin, oui, surtout en ce moment. Le problème, c'est qu'avec les taux zéro, tout le monde a pris du levier. Tout le monde a pris du levier. Et c'était une façon de jouer la monnaie et de se retrouver bien. Alors, je pense que l'immobilier va sans doute beaucoup monter en Inde et dans des coins comme ça. Mais je suis pas certain qu'il va beaucoup monter à Paris tant que Madame Hidalgo sera là, ou à Bordeaux tant qu'il y a de l'autre fou, à Grenoble il y en a un autre cinglé. Tant qu'on changera pas la loi, par exemple sur les gars qui viennent dans ton appartement et il est plus à toi là. Les squatteurs. Les squatteurs, etc. Non, mais ça, il est certain que tout ça, ça s'inscrit dans une espèce de tentative de détruire le droit de propriété. Oui, mais alors il y a eu ça, il y a eu les trêves hivernales. Donc ça veut dire que quand tu veux récupérer ton appartement en tant que propriétaire, tu te prends 6 mois où tu peux pas lancer d'action juridique. Oui. Donc par définition, quand tu lances un truc, tu prends 2 ans. Oui, tu prends 2 ans. Du moment où ton... Mais pour le droit de propriété, pour que le droit de propriété ait un sens, il faut que la monnaie dans laquelle tu vas échanger les biens soit une vraie monnaie. Aussi. Donc, tu vois que toutes les conditions de Locke dont j'ai souvent parlé ici, le droit de propriété, le contrôle de l'impôt par l'État, par les citoyens, etc., toutes ces conditions, depuis 30 ans, on les renverse les unes après les autres. C'est-à-dire que on veut retourner à une société où il y aura les sachants tout en haut, qui gouverneront soi-disant pour notre bien, et puis les nous, tout en bas, où on aura le droit de casser des cailloux sur la route de Louviers, quoi, tu vois. Donc, on sent tellement que ces gens-là haïssent la liberté, haïssent la propriété, haïssent le type qui leur dit « mais j'ai pas besoin d'écouter vos conneries ». Donc, on sent bien que c'est un retour vers le Parti communiste comme avant-garde du prolétariat, quoi. C'est le même esprit, c'est ce que j'appelle les oins du Seigneur, les hommes de Davos. Les hommes de Davos, les petits hommes gris. Et ça fait longtemps qu'ils agissent. Mais là, ils sont en train d'accélérer. Alors, logiquement, l'une des sorties possibles, mais là, je ne fais que spéculer, c'est parce que spéculer, ça veut dire réfléchir en latin. Donc, il n'y a rien de mal à la spéculation, mais j'essaye de spéculer intellectuellement. C'est que logiquement, ce qui devrait se passer maintenant, c'est vraiment l'écroulement de nos monnaies, de nos marchés obligataires. Oui. Quand les gens vont commencer à comprendre ce que je dis... C'est-à-dire que l'émission qu'on a fait la semaine dernière était sur il y a 2 semaines, sur les marchés obligataires. Et sur le fait que... Pour l'instant, la baisse, les gens pensent que c'est un taux d'intérêt normal maintenant. Rien du tout. Les taux, ils vont peut-être passer, j'en sais rien, à 15, à 20, à 30, ou j'en sais rien. Mais tu te rends compte, si... Mais pour les gens qui ont des obligations, comme les pauvres gens qui ont des assurances vie, malgré tout ce qu'on a pu dire ici, ça va être un bain de sang. Alors, ça va être un bain de sang, mais... On va ruiner le rentier. Mais au-delà de ça, la dette ne passe plus, avec des taux d'intérêt à 15%. Ben non, à ce moment-là, on sera obligé de passer par la Banque centrale, on sera obligé de faire un FMI. Ou un FMI, ou alors, simplement, ce qu'on va faire. Mais le FMI, si tu veux... le FMI, il vient, d'habitude, il te dit, bon, vous allez dévaluer de 40%, mais là, on peut pas. On peut pas.
Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent, le FMI? Donc, la seule chose, c'est que la BCE se mette à racheter des... Mais si la BCE se met à racheter nos obligations... Elle doit racheter des obligations allemandes, des obligations italiennes, parce qu'elle ne peut pas doter un État sans doter tous les autres. Bien sûr. Et à ce moment-là, l'euro va à 20 ou à 50 $, quoi, tu vois ce que je veux dire? Oui, Il va s'écrouler. Donc, on arrive maintenant... Et ça sera pas tellement génial tant que ça, parce que comme on n'a plus d'industrie, c'est pas ça qui va relancer nos exportations. Non, mais on a un très beau pays et les gens vont peut-être venir acheter des choses chez nous, c'est ce qu'on peut espérer. Oui, c'est-à-dire on ira moins en Thaïlande et les gens viendront plus en vacances, mais encore faut-il qu'on ait une offre de qualité au niveau des services et qu'on n'ait pas des rats qui courent dans les rues et qui font le 500 mètres haies dans la Seine. Hein. Oui, ça c'est pas possible, mais là, ou des gens qui leur volent leur sac à main, les égorgent, enfin les deux madames. Ben, tout ça, c'est... Oui, et donc il va falloir reprendre un certain nombre de... Parce que l'Afrique du Sud, c'est pas vendeur quand il y a des riots. Hein. Non, donc, l'Afrique du Sud, c'est effrayant, ils se font tirer comme des lapins. Donc, alors je tiens pas du tout à dire que... Mais c'est... Ce que j'essaie de dire, c'est que je surveille ça depuis 40 ou 50 ans. J'ai vu les étapes se passer les unes après les autres. Et j'arrive maintenant à l'étape qui est l'étape ultime de ce genre de politique, c'est-à-dire la destruction de la monnaie qu'on a eu en Argentine, qu'on a eu au Venezuela, qu'on a eu dans tout un tas de pays. Et à partir de là, c'est le trou noir, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'intelligent là-dessus? J'en sais rien, moi, ce qui va se passer. C'est-à-dire que je sais que nos monnaies, qui ne sont qu'une convention entre nous, ne vont plus fonctionner. Donc, il va y avoir d'autres instruments de paiement qui vont arriver. On en voit déjà deux, c'est l'or et c'est le bitcoin. Ça sera peut-être le franc suisse, d'ailleurs. Les gens demanderont peut-être à être payés en franc suisse pour aller faire tu vois, ton boucher, il va te dire non, moi je prends que des francs suisses. Moi, je vois plus un recours à l'or et des choses comme ça, mais enfin, je crois que... Ou au troc. Ou au troc. Tu sais, moi, quand j'étais enfant, je dis toujours, en Gascogne, n'importe quoi, les médecins, ils n'étaient pas payés parce que les gars n'avaient pas de cash, donc ils arrivaient avec 2 poulets, puis le paysan, il payait avec ses 2 poulets, quoi. Puis voilà, c'était même... On était allé voir au sud-ouest comme ça, on avait fait 1 heure de route, une dame, une guérisseuse qui enlevait les verrues, tu sais. Oui. Et elle nous avait dit, non, je prends pas d'argent, vous me donnez ce que vous voulez, un poulet, des pommes. Je sais plus, on était allé acheter 1 kilo des trucs pour... on n'arrivait pas de la ferme, nous, donc on n'avait rien à lui donner, mais voilà. Mais nous, on avait un peu d'argent qu'on pouvait donner pour ça. Mais donc, on va retrouver cette espèce de... au 19e, il y avait toute une série de transactions qui se passaient dans les villages qui n'étaient pas monétaires, qui étaient juste... on savait qu'un poulet, ça valait une demi-oie. De toute façon, ça se discute. Tu dis que combien pour des rubans, et moi, je te donne tant de pommes. Voilà. Tu acceptes pas. Par définition, c'est l'offre et la demande. Si tu as vraiment envie d'un ruban, ma foi, tu l'échanges contre 2 pommes. C'est tout. Donc, c'est vraiment un drôle de truc qui va se passer, parce que on va sortir d'une économie hyper financiarisée pour retourner peut-être à une économie où les finances, ce sera... Et ça va être... C'est pour ça que notre université, ça va être intéressant, parce qu'il va falloir trouver une nouvelle façon d'épargner aussi. Donc il va falloir qu'on y réfléchisse. Comment vous épargnez. En quoi vous épargnez? En quoi vous épargnez, comment vous épargnez, etc. Donc ça va être... Mais voilà, je tiens pas à dire que c'est alarmant, c'est la conséquence inéluctable de ce qui se déroule depuis 50 ans. Et chaque fois, tu arrives à un moment où tu te dis, ils peuvent pas aller plus loin. Et peut-il le faire? Oui, il le peut. Et il continue à creuser. Oui. Tu te dis, mais vous êtes au fond du trou, arrêtez, quoi. Non, mais il continue à creuser. Et là, arrive un moment où quand tu couches, tu arrives... ce que Elon Musk appelle la présomption fatale. Non, le système d'exploitation. Oui. Le système d'exploitation, l'idée d'Elon Musk, c'est que la monnaie, c'est le système d'exploitation du système capitaliste. C'est super, tu l'as trouvé pour une fois tout seul. Oui, d'exploitation, parce que je me souviens, le capitalisme exploite. Donc j'ai dit, c'est le système d'exploitation du système capitaliste. Je m'en souviens maintenant. Donc tu te dis, ils sont en train de détruire le système d'exploitation. Donc on va se retrouver avec une machine très puissante. En dessous, il n'y aura plus de système d'exploitation. Donc on va essayer, tout le monde va essayer de se dépatouiller pour continuer à faire tourner la bête, quoi. Mais il n'y aura plus... Enfin, il y aura peut-être des gens qui vont plus se servir de ça et qui vont faire comme ça. Hein. Oui. Il y en a qui vont, c'est Et surtout, on va peut-être aller chercher un système... Mais le problème, moi, que je vois en sous-jacent, c'est qu'à partir du moment où ton système d'exploitation qu'ils ont mis en place est dysfonctionnel, les gens risquent de remettre en cause la légitimité totale de l'ensemble de ce système. Ça veut dire que potentiellement, j'y vois aussi une atteinte aux démocraties, puisque les gens vont possiblement se dire, c'est la démocratie qui nous a amenés là,
Alors que ça n'est pas vrai, c'est le capitalisme de connivence, mais entendons-nous bien. C'est la démocratie représentative qui nous a amenés là, parce qu'en démocratie directe, ça ne se passerait pas, les gens voteraient pas. Tout à fait, mais en attendant, est-ce que les gens vont pas jeter le bébé avec l'eau du bain ? Sûrement, mais on va avoir des tas de crétins, en général galonnés d'ailleurs, qui vont prendre le pouvoir en disant on va organiser ça comme l'armée. Tu peux avoir un général qui sort, ou c'est peut-être ce que pourrait... Mais t'as qu'à voir ce que dire monsieur Asselineau, qui, j'ai rien contre lui, mais enfin, lui, il veut retourner quand il y avait la Poste et le RTF, quoi. Donc, il veut revenir, mais ça en tout nationalisant. En nationalisant tout, et en lui contrôleur en chef. Mais non, c'est... Parce que son cœur est pur. Oui, son cœur est pur. C'est parce qu'il veut pas de mal. Mais donc c'est le vrai problème, c'est mais regardez ce qui s'est passé en Argentine, regardez ce qui s'est passé au Venezuela, et vous voyez que ces systèmes d'exploitation, quand ils sont détruits, ça amène pas toujours à des résultats particulièrement heureux. Mais l'Argentine semble être en train de tourner. On va voir si ça marche. Oui. Mais le Venezuela, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont mis un militaire crétin. Parce que c'est ça, c'est que... Alors, ce qu'il y a d'absolument hallucinant, c'est que moi, j'ai connu le Venezuela parce qu'on avait des amis vénézuéliens et donc j'y suis allée dans les années 90. Il y avait encore... il y avait de la violence, il y avait des routes qui s'arrêtaient au milieu de nulle part, ça c'était assez drôle. Tu pars de Caracas et tu essaies de remonter vers Maracaibo, tout à coup, tu as la route qui s'arrête. C'est-à-dire, tu as une route, tu vas vers une autre ville, mais ça s'arrête au kilomètre 300. Ils n'ont plus d'argent. Puisque voilà. Mais la ville, elle est à kilomètre 500. Hein, donc tu te dis, ok. Donc, il faut des voitures qui passent dans les qui trous. Tiennent. Voilà. Et c'est un pays qui pourtant avait des richesses naturelles d'exploitation. C'est la plus grosse réserve de pétrole du monde. Donc c'est quand même hallucinant de se dire qu'un pays comme le Chili, qui est tout petit, qui est sur une bande de terre qui ressemble à rien, s'en sorte mieux globalement qu'un pays aussi riche et luxuriant que le Venezuela. À l'époque, moi je me souviens, les filles de la haute bourgeoisie vénézuélienne prenaient des hélicoptères pour aller faire du shopping en journée à Miami et revenaient, et ainsi de suite. Il y avait une manne de dollars qui arrivait par le pétrole, qui faisait qu'il y avait des gens qui claquaient comme c'était pas possible. Et donc, ce qui a d'étonnant en Amérique latine, c'est qu'il y avait toute une série de pays mal gérés, mais maintenant on voit une espèce de cœur qui est en train d'émerger avec le Brésil, le Mexique, la Bolivie et je crois la Colombie et le Chili, et qui deviennent des pays sérieux. Et tu vois, et tu te dis, tiens donc, c'est des pays sérieux et ils ont des marchés obligataires qui donnent du 8, 9, 10%, 3 ou 4% en termes réels. Et oui, tu peux dire une obligation d'État chilien, bolivien, je sais pas, moi j'ai pas d'a priori. Brésilien, tu touches du 4 ou 5% en termes réels, ils ont une bonne démographie. Tu te dis, ça me paraît une meilleure idée que des obligations françaises à 2,70, quoi. Oui, il me semble que oui, effectivement, le Brésil, ça paraît pas idiot. Tu vois, donc ça peut être aussi des façons de se diversifier. Tu augmentes ton risque, mais si tu diversifies bien entre ces 4 ou 5 pays, tu t'en sors. Et voilà, donc l'idée, c'est que ils ont capturé notre épargne, ils l'ont forcé à aller dans des endroits où on perdait du pognon, ça nous amène inéluctablement à une baisse de notre niveau de vie. Le moment de la baisse du niveau de vie se rapproche, on le voit, je ne sais pas très bien comment ça va se passer, mais enfin, la probabilité augmente ainsi que le temps se raccourcit. Et donc, ça veut dire que plus que jamais, vous allez devoir reprendre le contrôle de votre épargne, parce que si vous venez que votre épargne va être gérée pour votre intérêt par ces gars-là, ils sont en train d'essayer de la détruire parce qu'ils ne veulent pas vous rembourser. Donc, si vous avez des obligations françaises, vendez-les, achetez de l'air liquide, j'en sais rien, mais... Buvez un coup. Oui, parlez-en Milton Friedman aussi, oui, deuxième coup. C'est le bingo. C'est le bingo. Donc, ouais, ça paraît curieux ce que je veux dire, mais ça veut dire que nous avons été manipulés depuis 40 ans par une classe nocive. Nous arrivons à la fin de cette manipulation. Ça va être la fin dans l'horreur, mais ça va être la fin de l'horreur aussi. Donc vous allez redevenir libre. Donc c'est le moment où vous devez vous préparer à redevenir libre. Et lui, il se dit, il y a le rodateur qui me dit que le temps est passé. Le temps est passé, voilà.
quand on commence à bouger, celui-là, c'est que ça va, on approche de l'heure de... Oui. Ah, ça y est, il fait son petit crapaud, là. Oh, qu'il est mignon. Voilà, donc, c'est ce que j'essayais de vous dire, c'est que... Ben voilà, c'est une histoire qui remonte... Les erreurs historiques se payent sur le long terme. Si vous voulez, l'erreur de Giscard, du SME, l'erreur de la Constitution européenne, l'erreur des 35 heures, tout ça, ça s'accumule, et à un moment, il y a tellement d'eau derrière le barrage que le barrage pète. Et à ce moment-là, il vaut mieux pas être de l'autre côté du barrage, quoi. Oui, non. Ça paraît idiot, mais il vaut mieux être sur une petite montagne en regardant l'eau se vider, quoi. Voilà, donc c'est pas pessimiste, c'est réaliste. Et voilà. Ok. Bon, écoutez, j'espère que ce petit point sur ce qui nous attend demain et la raison pour laquelle on est arrivé dans ce merdier, quand même, a été bien expliquée. Voilà. Donc, s'il y en a encore chez vous qui ont des obligations d'État, je ne sais pas ce qu'on doit faire. On va venir les chercher. On va venir les chercher une par une avec une foufourche pour les papayes, mais je sais pas, là, faut faire un truc. Je pense que, voilà. Et regardez ce que vous avez aussi dans vos PEL, dans vos assurances vie, tout ça, si vous pouvez faire des choix alternatifs, si on vous a collé des assurances vie. En tout cas, nous, comme vous avez vu, j'ai fait une petite incrustation de notre prochaine Université de l'épargne, dont voici les couleurs. On commence à tourner cette semaine des petits épisodes avec le Charles National, le Vénérable Octogénaire. Et le Vénérable Octogénaire va vous faire des cours, des leçons. On va bien faire ça, des leçons de macroéconomie. Et ça sera disponible, on espère, dans un mois, à peu près mi-mai. Mais enfin, on commence à tourner cette semaine. Donc, on va essayer de mettre une trentaine de petites émissions. Ce sera des émissions plus courtes, de 20 minutes à peu près. Après, libre à vous d'en faire 20, 40, voilà. Et avec un côté pratique très fort. C'est-à-dire qu'on vous expliquera ce que c'est que l'épargne, le genre d'épargne que vous devez avoir, où la mettre, comment la gérer techniquement, etc. pour que vous n'ayez pas de problème de... C'est comme quand moi j'ai appris à me servir de mes ordinateurs tout seul, j'ai acheté des bouquins qui étaient faits, vous savez, il y avait des gros doigts, vous appuyez sur cette touche, et vous dites, toc, l'ordinateur s'allume. Oh. Et voilà, c'est qu'on on va vous montrer on va vous expliquer pas par pas. Ça va être l'épargne pour les nuls. Voilà. Par Charles Gave. Voilà, mais écoutez, merci encore de nous avoir suivis. N'oubliez pas de mettre les pouces. Si vous nous écoutez sur les podcasts, venez mettre des likes sur YouTube pour nous rémunérer. On vous dit à très bientôt, à la semaine prochaine, et merci de nous suivre. À bientôt. À bientôt.